Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour entendre cette conférence liée à l'ouverture de l'exposition dédiée à la céramique contemporaine intitulée Par le feu, la couleur. Alors précisons d'emblée la terminologie. La céramique vient du grec kéramos qui signifie argile. C'est vraiment le terme générique qui désigne la technique consistant à modeler puis à cuire l'argile. Je ne sais pas si vous êtes bien tous là à m'entendre. Alors la céramique apparaît vers moins 12 000 avant Jésus-Christ, au moment où l'homme maîtrise le feu, mais elle se généralise vers moins 6 000. C'est le premier art du feu, donc avant le verre et le métal. Par extension, la céramique désigne également les objets fabriqués dans cette technique. Alors la jeunesse du projet, à présent, comment le musée a été amené à développer ce discours sur la céramique contemporaine. Bien, en 2013, Denise et Michel Ménet, que vous avez à l'écran, se sont rapprochés du musée une première fois pour proposer en donation un ensemble constitué de 50 pièces, œuvres de 27 céramistes, et ils ont souhaité compléter cette donation par une seconde, l'an dernier, composé cette fois de 90 céramiques d'artistes européens, mais aussi japonais, formés pour la plupart dans les écoles de beaux-arts ou d'arts appliqués. Et ces formations expliquent justement la rupture avec la poterie utilitaire telle qu'on la concevait avant la naissance de la céramique contemporaine proprement dite. Alors, ces deux donations ont été suivies par leur entremise d'un don important de Bernard Bachelier. Bernard Bachelier, il fut collaborateur à la revue de la céramique et du verre de 2011 à 2016. C'est un collectionneur de céramique contemporaine, mais en particulier de bols. Et depuis plusieurs années, vous le voyez ici à l'écran, il constitue sa collection suivant 3 orientations principales. L'inspiration du shawan, du bol à thé de la cérémonie du thé au Japon, du bol song, de la porcelaine chinoise de la dynastie Song, et enfin de la sigillée, qui est cette argile rouge très fine dans l'Antiquité. Alors Bernard Bachelier a publié récemment 2 ouvrages à compte d'auteur, et dans la préface du premier, il explique ses choix. Il indique, je le cite, qu'un bol, c'est tout à la fois la terre, la main et le monde. La relation est directe, aucun obstacle entre lui et nous. Le bol est un volume, surface, relief et peinture. Cette forme condense en un volume réduit la personnalité de son auteur. Alors, Bernard Bachelier possède plusieurs centaines de bols, voire un peu plus d'1 millier. Et c'est dans le cadre du projet d'aménagement du Salon de la Norenchal, que vous avez également à l'écran, qu'il s'est rapproché de nous pour proposer une donation. Et cet espace, la Norenchal, permet depuis de valoriser effectivement les acquisitions récentes dans le domaine. Alors, 2 petites précisions techniques avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel. La céramique, en réalité, comporte 2 grandes familles de céramique. Alors, il y a d'abord les poteries et les faïences, qui sont des céramiques à pâte poreuse qu'il va être nécessaire d'imperméabiliser à l'aide d'une glaçure ou d'un émail, j'y reviendrai, tandis que le grès et la porcelaine sont des céramiques dont la pâte est déjà vitrifiée dans la masse et donc imperméable de fait. Les poteries les plus anciennes étaient vraisemblablement constituées de terre sèche, simplement séchée au soleil, vous le savez, et elles étaient donc extrêmement fragiles. C'est la maîtrise du feu, qui est la base de la céramique, qui a permis la fabrication de pièces de plus en plus résistantes. Elles étaient d'abord façonnées à la main, puis à l'aide du four de potier, dont le premier apparaît dans le bassin méditerranéen au 2e millénaire avant notre ère, mais il était connu et utilisé en Orient bien avant, depuis le 4e millénaire. C'est une succession d'avancées techniques qui ont permis le développement de la céramique. Alors, la réalisation d'une céramique, je vais changer la diapo. C'est une cuisine subtile qui prend en compte la sélection des matières premières, les argiles, les sables, les minéraux, les pigments, mais aussi des cendres.
C'est la chimie des mélanges également, puisqu'on doit tenir compte de la composition des argiles, de certains additifs. C'est aussi la qualité du broyage, l'adéquation des matières entre elles. L'art de la cuisson compte beaucoup également, la maîtrise des températures, la durée des cuissons, le type d'atmosphère, si elle est oxydante ou réductrice, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, les argiles, elles peuvent être communes et de couleurs variables qui va du gris au rouge en fonction des compositions. Alors, les terres rouges, vous savez, ce sont celles qui sont très ferrugineuses, très riches en fer. Les blanches, elles, peuvent contenir du calcaire. Vous connaissez la plus célèbre, celle qui contient le kaolin, la porcelaine. Alors, la fabrication des céramiques, elle se fait soit par modelage, on a une vue ici à l'écran, soit par montage au colombin, ce sont ces longs boudins de terre enroulés sur eux-mêmes qui finissent par façonner la forme, enfin donner la forme. La fabrication se fait également par tournage et par moulage. Alors, la préparation de la pâte est essentielle puisque c'est la qualité de cette préparation qui va satisfaire aux exigences de malléabilité et de tolérance à la chaleur. Alors, la pâte peut être argileuse ou siliceuse, selon la nature du sol. Alors, siliceuse, c'est lorsqu'elle contient de la silice, tout simplement. Alors, cette céramique siliceuse, elle a surtout été réservée aux pièces les plus précieuses depuis toujours, et les pâtes argileuses pour les poteries les plus communes. Pardon, j'ai mon écran. Une petite seconde. Pour arriver à cette étape cruciale de la cuisson qui compte plusieurs phases, vous voyez, c'est très technique. La cuisson doit être régulière afin d'éviter la déformation ou la fusion des pièces, ce qu'on appellera les ratés de cuisson. L'augmentation de la température, elle est d'abord lente et puis elle est ensuite plus vive et elle doit monter, pour la plupart des céramiques, jusqu'à 1200 degrés, donc progressivement. Alors la pâte va se vitrifier et devenir de plus en plus dure et imperméable. Le refroidissement lui-même doit être lent et graduel pour éviter tout choc thermique. Et parfois, la technique requiert une seconde cuisson, c'est notamment le cas de la cuisson du lustre métallique, et celle-ci, cette seconde cuisson, ne doit jamais excéder les 600 degrés. Alors l'atmosphère, elle est dite oxydante lorsque la quantité d'air utilisée au cours de la cuisson est supérieure à celle qui est nécessaire. C'est ce qui advient lorsque la cuisson se fait dans un milieu ouvert, riche en oxygène. C'est cette cuisson qui va permettre d'obtenir des teintes claires, alors que lorsque l'atmosphère est réductrice, à l'inverse, la quantité d'air est inférieure à celle qui est nécessaire. Donc, la cuisson est pauvre en oxygène et les céramiques obtenues seront sombres. Alors, les premiers fours, je le disais, on les rencontre vers 4000 avant Jésus-Christ et c'est celles qui ont permis aux Étrusques, ces premiers fours ont permis vraiment le développement de cuisson maîtrisée et donc d'achever différentes techniques et notamment c'est ce qui a permis aux Étrusques d'obtenir le bouquero. Vous savez, il y en a ici dans les galeries des Antiquités. C'est cette céramique très noire, très fine qui avait pour ambition d'imiter la vaisselle de métal. Alors on en rencontre également au Pérou. Enfin, c'est vraiment une technique universelle que ces cuissons réductrices. Et il faut attendre la faïence perse au 8e, 9e siècle pour connaître la subtilité des cuissons successives, celles qu'on appelle les grands feux et les petits feux. Les petits feux étant celles qui permettaient de fixer des couleurs fragiles. Vous avez à l'écran une étoile avec de la feuille d'or, ce qui est vraiment le plus fragile dans les techniques que l'on peut rencontrer en céramique. Alors, la faïence, à présent, le terme faïence s'applique aux céramiques qui sont cuites entre 950 et 1100 degrés. Généralement, donc on réalise une première cuisson, vous savez, c'est ce qu'on appelle le biscuit, c'est ce qui va vraiment apporter la dureté. Et la seconde cuisson permettra de poser la glaçure et éventuellement un décor. Alors, vous avez à l'écran une carte qui vous montre comment la faïence a voyagé de l'Orient à l'Occident en passant, vous voyez, par le sud de l'Espagne
pour arriver jusqu'à l'Italie. C'est tout le parcours des Majoliques via Majorque. Voilà, je vous montre quelques exemples de faïences hispano-mauresques qui vont garnir les tables des princes à la Renaissance, puis inspirer différents ateliers, différents foyers dans l'Italie de la Renaissance. Et enfin, nous faisons un bond dans le temps car le XXe siècle connaît un véritable renouveau de la faïence grâce notamment au foyer de Valoris et à la présence de Picasso. Vous le voyez ici à l'écran en présence de Suzanne Ramier préparant une cuisson. Alors, Picasso à Valoris, c'est un moment fondateur pour la faïence, puisqu'il est l'un des premiers à reconnaître les potentialités de ce matériau pour ce qu'il est, pour ses qualités intrinsèques. Et il a beaucoup travaillé cette matière qui lui permettait d'être à la fois peintre, graveur, sculpteur. Enfin, vraiment, c'était un matériau multiple pour lui, qui facilitant son expression. Et il a beaucoup œuvré avec les artisans de l'atelier. Lui façonnait et eux cuisaient. Il ne maîtrisait pas lui-même les cuissons. Il a produit environ 4500 pièces, dont la plupart étaient encore dans son atelier après sa mort au moment de la succession. À partir de 1953, il a demandé à ce que l'atelier se dote d'un four électrique, car il trouvait la cuisson au bois un peu trop capricieuse. Et voilà. Vous avez à l'écran un des vases aux chèvres que nous présentons ici dans nos salles. Et alors, la perpétuation de l'art de Valoris aujourd'hui, il est représenté notamment par l'œuvre de Marc Alberghina. Marc Alberghina et ses sucreries douces, elles empruntent au répertoire formel de la céramique de Valoris ses corolles, ses orifices que l'artiste associe à des couleurs et des gonflements évoquant les muqueuses humaines. Et il y a là une connotation sexuelle vraiment très explicite. Et ce qu'il recherche en fait, c'est évoquer la recherche de séduction visuelle qu'avaient les poteries de Valoris qui ont inondé le marché dans les années 60. Et finalement, ce qu'il pose comme questionnement, c'est bien la question de la marchandisation du corps humain. Le corps humain peut-il être un objet désirable comme un autre? Vous voyez, l'objet peut-il susciter le désir charnel? Alors, dans les années 20 et 30, donc au moment où Picasso est actif, le dialogue à cette époque entre les avant-gardes et les milieux artisanaux donne également naissance à l'œuvre d'Anne Dangar, et qui est bien représentée dans nos salles, une artiste d'origine australienne qui va contribuer au renouvellement de la pratique de la terre vernissée. Après une formation en peinture qu'elle reçoit à Sydney, elle rejoint Paris et elle suit l'enseignement d'André Lotte dans son atelier. Et elle est rapidement frappée par les théories et l'œuvre d'Albert Gleizes qu'elle va totalement épouser, jusqu'à rejoindre la communauté d'artistes que celui-ci et son épouse Juliette Roche souhaitent fonder à Mouly-Sabata, en Isère, non loin d'ici. Et elle s'y installe et elle va vraiment dévouer sa vie aux théories du maître et à sa manière. Vous le voyez à la représentation sur ce pot à 2 ans, où l'on reconnaît bien le cubisme du maître. Elle s'installe à Mouly-Sabata, elle y finit sa vie et vraiment elle dédie son existence à la céramique, à l'apprentissage. Là, elle enseigne à de jeunes enfants du village de Sablon. Je ne sais pas pourquoi il y a ces traits bleus sur mon écran. J'espère que vous ne les avez pas vous-même. La faïence émaillée aujourd'hui, pour la jeune génération, c'est aussi un travail qui revisite l'œuvre de Bernard Palissy. Vous savez, ce céramiste de la Renaissance qui eut le premier l'idée de mouler sur le vif des espèces vivantes. Et alors aujourd'hui, c'est un peu Gisèle Gary qui reprend cet héritage, et elle a choisi, elle, de dénoncer la surconsommation de ce monde et les dangers qui pèsent sur la nature, sur la planète.
Elle se rend dans les déchetteries publiques non loin de chez elle, en Aveyron, et elle produit des pyramides de déchets qu'elle va ensuite mouler, comme le faisait Palissy, et elle applique ensuite sa glaçure, ses émaux pour révéler les couleurs. Vous voyez ici sur cette pyramide anthropocène, la nature reprendre ses droits et vous identifiez un fragment de clavier d'ordinateur, des tuyaux de PVC, des plaquettes de médicaments, tout ce qui font les signes de la société de consommation. Mais quand même, pour mémoire. Alors ici, nous avons un travail d'un jeune artiste, Nick Vedel, qui est américain, qui est plasticien, mais qui a choisi la faïence émaillée, parce qu'elle est celle qui peut le mieux exprimer son désir de couleur et d'absurde à la fois. Il a décidé de produire une œuvre qui repose sur justement l'absurde, avec certaine connotation surréaliste. Il produit ces tasses qu'il ne faut surtout pas pouvoir utiliser, l'objectif étant ailleurs. Il revisite ainsi les codes de la fonctionnalité, de la céramique utilitaire. C'est un travail que j'aime beaucoup, très coloré. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est les noms qu'il donne à ses émaux. Pour la tasse qui est au centre, en haut, en partie supérieure, avec les gros yeux globuleux, c'est un émail matcha, matcha Fuji. Un autre Américain, vous voyez, qui est totalement décomplexé avec la céramique, il s'appelle Patrick Lougrand, mais il est actif à Paris, en région parisienne. Et lui est avant tout un dessinateur, il mêle des formes, il travaille d'abord sur des croquis et ensuite il va créer dans l'espace ces différents assemblages qui vont finir par composer ces sculptures céramiques, et l'émail, la couleur apporte la touche finale et permet de distinguer les différentes parties qui sont volontairement amovibles. Vous voyez ici, c'est une vierge à l'enfant et l'enfant est là dans les bras de Marie. Alors, nous quittons la faïence pour arriver à la porcelaine. La fascination de la porcelaine, vous découvrez la citation d'Edmond de Goncourt. Alors, la porcelaine est une céramique dont la pâte est déjà vitrifiée dans la masse, elle est donc déjà imperméable et elle se caractérise, vous le savez, par sa blancheur et sa translucidité. Alors, la première cuisson se fait à 980 degrés et la seconde va pouvoir monter jusqu'à 1280-1400 degrés. Donc, c'est extrêmement technique, la maîtrise de ces hautes températures. Et la porcelaine naît en Chine, vous le savez, je ne vous apprends rien. Dès son importation en Europe, elle va fasciner les princes. Vous voyez ici un tableau de Kuiper où l'on voit représenter sur cette nature morte du siècle d'or hollandais quelques belles pièces de cette porcelaine bleue et blanche chinoise qui sera importée en masse. Et ensuite à droite, une coupe de Jeanne Lachiaiseray, veuve du peintre Henri Lachiaiseray, qui revisite également à sa manière la porcelaine bleue et blanc de la dynastie des Ming avec ses touches au pinceau d'oxyde de cobalt. Alors, la porcelaine est très prisée par les jeunes générations de céramistes. Ici, à l'écran, un travail de Yoko Omareda, une jeune artiste japonaise, qui est active ici sur le territoire à Nantes et qui interprète la porcelaine pour façonner des formes à la manière d'un designer, et elle accorde une grande importance à la couleur. Elle a aussi une formation dans l'art textile qui lui a permis d'apprécier ces questions de teinture, plutôt, et de toutes ces recherches de tonalité pastel. Elle associe la couleur, les formes géométriques pour parvenir à ces variations à l'infini de céramique, de formes. Je vous montre à présent un travail, je ne suis pas habituée à cette souris, ce qui fait que je vous fais aller et venir, vous avez à l'écran un travail de Jean-Pierre Viau,
Il s'agit ici d'un parterre de 400 tulipes qu'il a réalisé à l'occasion d'une résidence aux Pays-Bas. Lorsqu'il a été invité à Bois-le-Duc, il a produit une série de ce qu'il appelle les 400 tulipes, en hommage à la production du pays. Et il en passe quelques-unes parfois sur le marché de l'art. L'œuvre a été démantelée, dispersée, mais quelquefois il en passe. Et les Ménais en ont acquises quelques-unes. Ils en ont fait don au musée. Là, nous en présentons 6. C'est un travail que j'aime beaucoup, à la fois pour la recherche sur les émaux, les coulures, la blancheur de la porcelaine, et puis ce travail de déformation de la matière en repartant d'une forme classique, celle du bol, qui est ici fermée. La porcelaine toujours avec une artiste originaire des Pays-Bas qui a une technique très particulière qui requiert plusieurs cuissons successives. Vous voyez, on est presque proche de l'art textile avec ses plis et plissés. Le travail de Thérèse Lebrun également, qui est réputée pour sa maîtrise de ce qu'on appelle la porcelaine papier ou la papier porcelaine, tout dépend. Et en fait, c'est une technique qui consiste à mettre en forme par trempage et coulage du papier, on mettait de la cellulose mélangée à de la pâte porcelaine. Et ce que fait Thérèse Lebrun, c'est qu'elle se rend dans la nature, elle collecte des petits végétaux, des membranes, des insectes, enfin, différentes formes qu'elle va ensuite mouler un peu à la manière de Palissy. Et à la cuisson, ces éléments vont uniquement laisser leur empreinte à la pâte qui durcit et cuit tout à fait normalement. Et vous voyez, cela donne quelque chose d'assez poétique et fragile. Et c'est justement ce que Thérèse Lebrun souhaite souligner, c'est la fragilité de la nature, sa disparition, ce caractère éphémère du vivant. C'est très, très poétique, très onirique et très technique à la fois, ainsi que ce travail très poétique et ludique de Marianne Castelli. Il s'agit bien, là encore, de porcelaine chamottée. Alors, la forme, à l'origine, il s'agissait de vases, et puis Marianne Castelli est entrée dans la couleur, littéralement. Et donc, elle a clos ces vases. Ce sont désormais des arbres à deux jambes, pourquoi pas. Et elle travaille la couleur par dripping, un peu comme le faisait Pollock. Elle projette ses émaux. Elle applique d'abord ses pigments pour jouer ainsi à la fois sur les matités et les brillances des matières. Il s'agit bien de porcelaine. Vous voyez que la porcelaine, depuis les Chinois Ming, nous emmène très loin. Un autre type de porcelaine que vous connaissez bien, c'est le céladon, qui est cette porcelaine verte qui est obtenue grâce à un fort pourcentage de feldspath, un peu plus de 40%. C'est un émail qui a cette teinte bleutée à vert olive qui doit monter à très haute température, et ce sont les Chinois qui l'ont maîtrisé les premiers. Il est perfectionné dès le Xe siècle et puis il passe à la Corée jusqu'au Vietnam et en Thaïlande, mais on connaît un peu moins ces céladons de ces régions d'Asie. Alors, les pièces qui seront fabriquées par les Chinois avec cette technique du céladon sont au départ utilitaires, et puis très rapidement, elles deviennent des pièces de pure contemplation parce qu'elles imitaient le jade, tout simplement. Alors là, vous avez à l'écran l'œuvre d'un artiste qui se consacre au céladon aujourd'hui, Masamichi Yoshikawa, et son travail est riche de citations puisqu'il applique également des rehauts de bleu cobalt. Donc là, il fait à nouveau référence à la porcelaine bleu et blanc des Ming. Le travail de... Je suis en train de dessiner sur l'écran, j'ai l'impression. Cette souris me joue des tours. Alors, le travail de Xavier Durosel, il s'articule aussi beaucoup autour de l'émail, et en particulier céladon. Cela fait 20 ans qu'il s'inspire des techniques des maîtres chinois. Il travaille à la fois les céladons et les rouges de cuivre. Il travaille uniquement la porcelaine, à la manière d'un designer. Et puis un autre artiste contemporain qui se consacre à la recherche sur les céladons, c'est Jean-François Fouilloux, que vous connaissez certainement, qui a acquis une certaine réputation dans ce domaine. Et alors,
lui, il découvre les céladons au musée Guimet en 1969 et c'est vraiment le point de départ de sa fascination pour cette technique et cette couleur. Et alors, je le cite, il dit « Dès mon installation en 1976, j'étudie le céladon, recherchant dans les livres des informations qui n'y figurent pas. 10 ans plus tard, en 1986, une erreur de pesée m'entraîne sur la voie de cette matière satinée et translucide, envoûtante et mythique, à laquelle je consacre encore tout mon esprit et tout mon temps. Bien qu'ayant retrouvé aujourd'hui les principes techniques qui régissent la formation de ce fameux reflet gras, je multiplie sans relâche les essais, toujours à la recherche d'une nouvelle perfection dans la qualité d'un satiné ou dans la nuance d'une tonalité. J'ai essayé d'imaginer comment pouvait résonner et travailler un potier chinois du XIIe siècle. » C'est très technique. Alors, Benoît Pouplard, lui, il est un peu plus jeune, il est né en 1976 et il est issu des sciences de la nature, biologiste de formation, je crois, et d'architecture, donc il a cette double formation. Et il suit également un cursus en céramique il y a une dizaine d'années. Et lui, voici sa façon d'appréhender le céladon. C'est très poétique. À la croisée des chemins entre art et fables écologiques, céramique et sciences de la nature, poétique de l'émail et blancheur diaphane de la porcelaine, j'explore une géographie imaginaire et mouvante, la Céladonie. Alors il invente un territoire nouveau, lui, la Céladonie. Mes pièces uniques, sculptures ou installations, sont un voyage au cœur de la bulle d'air figée dans les profondeurs de l'émail ou dans les glaces de l'Arctique, une interrogation des états de la matière à la recherche de la mémoire de l'eau. C'est aussi pour lui une façon d'insister sur les périls à nouveau qui pèsent sur la planète et ses ressources, en particulier l'eau en l'espèce. Alors je passe à présent, nous quittons la porcelaine, nous avons vu la faïence, nous quittons la porcelaine, je passe à présent au grès. Le grès, indissociablement lié, associé au Japon. Et le Japon qui est découvert à l'occasion des expositions universelles de 1867 et 1878, les artistes, pas uniquement les céramistes, les artistes vont y découvrir une nouvelle écriture de l'art qui va bouleverser les fondements de l'esthétique occidentale. Vous savez, ça donne naissance au japonisme. Quelques vues rapidement. Chose que vous identifiez parfaitement, cette vogue du japonisme, elle se propage grâce aux revues illustrées, mais aussi aux collectionneurs privés. Proche de nous, vous connaissez bien la promotion qu'en a assurée Émile Guimet. Alors, deux photographies montrant les collections d'Edmond de Goncourt à Auteuil. Le rôle des collectionneurs a vraiment été primordial. Et alors la céramique, c'est vraiment un art majeur au Japon parce qu'elle associe les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'eau. Elle va vraiment être très tôt chargée d'une dimension symbolique et être pleinement intégrée à la cérémonie du thé, vous le savez, qui est codifiée au XVIe siècle. Les bols utilisés joueront un rôle presque spirituel et ces bols vont nécessiter, devront s'approcher le plus possible de l'imperfection de la nature. À l'inverse des Chinois qui recherchaient l'imperfection, la grande sophistication, les Japonais vont promouvoir l'imperfection, l'éphémère, l'accident et les coulures, ces effets que vous voyez à l'écran, tirés d'un ouvrage de Ninagawa Noritane, qui est vraiment le premier ouvrage à apparaître sur la céramique japonaise en France. Il paraît en 1876. Enfin, il est diffusé à partir de 1876. Je ne vous présente plus la collection Raphaël Collin. Quelques pièces ici utilisées lors de la cérémonie du thé, ce rituel permettant à l'homme de retrouver le contact avec la nature. Et ces bols de la cérémonie du thé, ces chawan, sont vraiment ceux qui vont inspirer les céramistes contemporains, car il s'agit de la forme première. C'est ce qui a intéressé Bernard Bachelier pour la constitution de sa collection. C'est un volume réduit, mais sur lequel vont pouvoir s'imprimer différents effets. Et
Et puis, il y a quelque chose de très sensuel, très sensible lorsqu'on tient un bol et qu'on l'approche de ses lèvres. Alors, la céramique japonaise, elle va influencer beaucoup l'art nouveau, puis également l'art déco. Vous voyez ici tous ces effets de coulure qu'on n'aurait pas imaginé avant la rencontre avec la céramique japonaise qui autorisait ces défauts, entre guillemets. Oh, pardon. Alors, juste aussi, comme j'ai cette vue sous les yeux des vases d'Ernest Chaplet, non seulement il adopte ces coulures caractéristiques de la céramique japonaise, mais il fait référence également aux oxydes de cuivre chinois, cette porcelaine rouge très vive qui est mise au point au XVIIIe siècle par les ateliers de Jin Jejeun, pardonnez mon accent chinois. Encore une fois, ces effets de coulure chair à caries. La perpétuation avec l'art déco. Et là, vous avez à l'écran des pièces de Paul Beyer. Alors, Paul Beyer, il est actif à Lyon de 1918 à 1931. Et lui, il réalise à ses débuts des pièces qui sont encore marquées par la céramique extrême-orientale. Mais à partir de 1942, il s'installe à La Borne, dans le Cher, dans ce village de Potier, village de Potier depuis le Moyen-Âge, installé sur des terres à gisement d'une argile de très grande qualité et d'une terre à grès de grande qualité. Et ce sont les pièces qui vont sortir de son atelier qui vont adopter cette esthétique art déco tout en étant réalisées suivant les savoir-faire traditionnels qu'il avait appris auprès des derniers potiers qui subsistaient dans le village. Dans son sillage, nous comptons la personne de Jean Lerat et de son épouse Jacqueline Lerat qui reprennent son four, Paul Beyer, lorsqu'il quitte La Borne, son four est repris par le couple Lerat et eux, pendant plusieurs années, vont s'attacher à produire des grès assez caractéristiques du village, en puisant uniquement dans les terres locales, avec une forte densité de chamotte qui va vraiment permettre de réaliser des grandes pièces et quitter de plus en plus le monde de l'utilitaire pour aller vers la sculpture. Il faut dire que Jean Lerat était sculpteur, Jacqueline avait reçu une formation de céramiste, en partie auprès d'Anne Dangar. Et donc à eux deux, ils vont s'inspirer à la fois des savoir-faire traditionnels du village et des courants contemporains. Ils s'intéressaient beaucoup à l'art américain, mais également à la danse, au cinéma, au jazz. Et tout cela va nourrir leur production. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont eu la chance d'enseigner à l'école des beaux-arts de Bourges. Et donc, ils ont vu passer énormément d'étudiants. Ils avaient un enseignement céramique. Ils ont réussi à imposer la construction d'un four dans l'école et leurs élèves ont ainsi pu apprendre à leur contact une nouvelle approche de la céramique. C'est justement le moment où la céramique s'impose dans les écoles de beaux-arts. Quelques pièces de Jean Lerat. Vous voyez qu'on est là sur une sculpture anthropomorphe, on n'est plus du tout sur une appellation de type vase, et un paysage noir totalement abstrait. Il y a d'autres formes. Parmi leurs élèves, il y a eu Elisabeth Julia qui travaillait à nouveau cette terre de façon très primaire, primitive. Elle vivait dans une austérité totale, au plus proche de la matière, dans un dénuement voulu. Hein. Et c'était vraiment une relation avec le feu, les cuissons au bois. J'ai oublié de préciser que ce qui a vraiment fait la réputation de La Borne, c'est non seulement ses gisements, mais aussi la maîtrise des cuissons au bois, au sel et à la cendre. Et là, on voit le passage des flammes sur ce pot à anse zoomorphe, comment la flamme a léché la surface pour faire naître ces différentes tonalités de rose, de rouge, cette flamboyance que vous avez ici sur cette vue d'un vase de Jacqueline Lerat qui est montré volontairement recto verso pour que vous puissiez apprécier ce passage des flammes. Parmi les élèves Lerat, il y eut Rémi Bonnert et Hildegunst Kirchenmeyer
qui ont travaillé la sculpture là en s'inspirant du vivant. Il s'agit d'une graine et ils ont travaillé à la fois sur les enfumages, ces terres très sombres, ces effets de terre noircie par le feu et de passage des flammes également. Aujourd'hui, travaillent encore à la borne certains artistes, c'est encore maintenant une communauté de céramistes. Il y a notamment parmi ses actifs Erika Stoul qui travaille à partir d'un four anagama. Alors le four anagama littéralement signifie le four à trous en japonais. C'est le four tunnel composé d'une chambre unique, vous l'avez ici à l'écran, et d'une cheminée à l'extrémité. Il est construit en terre, une terre terre réfractaire, qui va supporter les très hautes températures. Et c'est donc ce fameux four à flamme directe, c'est-à-dire que les flammes vont traverser les pièces à cuire avant de s'échapper par la cheminée. C'est l'utilisation de ce type de four anagama qui permet d'obtenir d'impressionnants résultats de polychromie véritablement sur les surfaces des pièces, cela même sans utiliser aucun émail ni engobe, simplement en jouant sur les atmosphères, les oxydations et les réductions du four. Alors c'est un four qui est uniquement alimenté au bois, évidemment. Donc il consomme énormément de combustible et d'oxygène. Alors une autre technique, le raku. Alors le raku, on en a beaucoup entendu parler. Il est arrivé en France au début des années 1980 grâce à l'entremise de Jean Biagini, un céramiste qui a enseigné à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence, qui lui-même l'avait appris, découvert auprès de ce céramiste américain Paul Sodner. Il l'a invité à venir faire quelques workshops à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence. Et c'est ce qui a vraiment permis de diffuser le goût pour le raku, parce que c'est une technique rapide, donc consommant peu de bois, peu de combustible, et c'est un peu, c'est ce qui requiert le moins de technicité et qui permettait, rappelons-nous que nous sommes dans les années 70-80, une grande improvisation de gestes, une liberté d'expression que les céramistes ne trouvaient pas forcément avec la porcelaine ou les terres à grès nécessitant vraiment une maîtrise des cuissons. Là, à l'inverse, le raku est ce que Camille Viro appelle l'atelier du rien, un simple bidon suffit. L'essentiel étant de pouvoir monter très vite en température et pouvoir descendre aussi rapidement pour créer les chocs thermiques. Alors, vous voyez, là, vous voyez Tim Andrews à l'œuvre. Alors, là, j'ai une citation de Camille Viro qui est assez éclairante. Lorsqu'il dit que le raku est l'atelier du rien, il dit que c'est un atelier nomade, éphémère, avec très peu d'équipement. On travaille dedans, dehors, et il note des similitudes avec l'atelier africain où l'outillage est quasiment nul, stocké dans une bassine ou un chiffon noué. Alors, ça rappelle beaucoup aussi l'atelier des forgerons africains. Alors, la cuisson, elle monte. La température monte très vite et puis elle redescend aussitôt. C'est ce qui va provoquer sur certaines pièces ces tressaillures de l'émail et parfois aussi les pièces sont plongées pour être refroidies encore plus rapidement dans de la sciure ou du papier journal et cela va provoquer des effets d'enfumage qui vont venir ainsi se glisser dans les interstices de l'émail, ce que vous comprenez parfaitement grâce à ces vues. Alors, ce ne sont pas des objets que nous avons ici, mais que j'ai trouvé sur Internet pour vous montrer, pour que ce soit assez explicite. Le raku, aujourd'hui, il permet différentes choses. Vous voyez, cet artiste Agiko, là c'est une pièce que nous présentons, travaille le raku, mais on dirait vraiment son travail ressemble vraiment à de la faïence, on s'y tromperait. Donc elle est parvenue à quelque chose d'assez élaboré. Et là, quelques images qui vous montrent ces happenings, puisque véritablement ces séances de raku s'apparentaient à des manifestations artistiques. On se rassemblait autour d'un feu et l'on s'exprimait par le corps, par les gestes, par la matière.
Et là, ce sont des images qui ont été prises par Léopold Geste, qui était le mari de la galeriste Noëlla Geste, qui exposait à Saint-Rémy-de-Provence dans ces années 1970, qui fut parmi les premières à exposer à la fois la peinture contemporaine et la céramique, donc qui abolissait ainsi les frontières entre les genres. Et au lendemain du vernissage de l'exposition 18 artistes et la Terre, un raku s'est improvisé dans le jardin de sa maison à Mayenne, et Léopold Geste a immortalisé. Là, vous voyez Bernard de Jonc qui extrait à l'aide des pinces des céramiques d'un four très rudimentaire fait de briques et de broc. Je ne peux pas résister. Si cette fois, nous reconnaissons Setsuko Nagasawa. Alors, Setsuko Nagasawa, artiste d'origine japonaise dont nous présentons plusieurs pièces. Elle est née à Kyoto en 1941. Elle a d'abord été formée à la céramique dans son pays, mais la céramique utilitaire. Et puis, elle découvre la céramique sculpture, les libertés qu'offre la céramique à l'occasion d'un voyage en Occident, et notamment en Californie, lorsqu'elle effectue un stage auprès de Paul Zotner, l'inventeur du raku. Donc, c'est vraiment ce voyage en Californie qui va bouleverser sa façon d'appréhender le matériau, le médium céramique. Et elle ne va cesser depuis, elle est encore active à Paris aujourd'hui, à produire une céramique qui s'apparente à de la sculpture, extrêmement dépouillée, mais précieuse à la fois, là notamment avec ses ajouts de feuilles d'or. Et elle travaille des terres à tuiles en s'inspirant de techniques en usage au Japon. Elle va aussi beaucoup pratiquer les enfumages, les cuissons à basse température pour obtenir ces effets de chromie. Alors, Camille Viro, un grand adepte du raku, si ce n'est l'adepte du raku en France, mais un raku vraiment à sa sauce, je dirais. Lui, il est formé à l'école des beaux-arts de Besançon. Il est formé d'abord en architecture. Et puis, il suit aussi un enseignement à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Donc, ce sont vraiment des artistes qui sont formés à part entière. Hein, ce ne sont pas des potiers. Il voyage au Zaïre en tant que coopérant pendant 2 ans. Il va enseigner là-bas et c'est là qu'il découvre ces techniques très pauvres où finalement un trou de terre et des flammes suffisaient à produire de la poterie. Il rentre fasciné, il décide de s'adonner à la céramique et puis c'est la rencontre entre l'Afrique et le Japon qui donnera son adaptation du raku. À son retour, il s'installe dans un hameau de Haute-Provence où il développe cette technique en donnant beaucoup de stages, en transmettant et en publiant aussi. Ils font des éditions Argile avec son épouse, éditions dans lesquelles il va donner la parole à d'autres céramistes que lui. Hein. Il s'intéresse vraiment à l'instantané de la céramique d'aujourd'hui sous toutes ses formes. Voilà. On le retrouve ici en Afrique. Il a bénéficié d'un programme subventionné par le ministère de la Culture. Il a pu emmener avec lui quelques céramistes et rencontrer en Afrique, dans différents endroits, des potières africaines. C'est ce qui a donné lieu à l'exposition Potières d'Afrique que vous avez certainement vue au Musée des Confluences il y a peu. Je vais avancer très vite pour que vous puissiez voir la diversité de son travail. Il travaille par série, par thème. Il y a les maisons, les masques, les têtes. Son œuvre est très facilement identifiable parce qu'il utilise des matériaux composites et souvent des couvertes à la chaux qui vont provoquer ces épidermes très craquelés en surface. Et puis ces tonalités aussi rosâtres, brunes, qui paraissent totalement aléatoires, mais qu'il recherche. Alors, depuis peu, il travaille aussi à partir d'autres matériaux. Il inclut des fragments de tuiles, de béton, des matières vitrifiables, parce qu'il lui permet ici d'obtenir ces couleurs. Là, une petite série de têtes. On voit bien ce travail de craquelure, les urnes, les chaouanes. Alors, les bols genèse qui sont pris dans une gangue, toujours. Alors,
après avoir vu le grès traité pour ce qu'il est, le matériau en tant que, enfin, le matériau, ce qu'il a de plus élémentaire, et les effets obtenus uniquement par le feu et parfois quelques couvertes, nous passons à l'émail, au grès émaillé, qui est un mode d'expression qui n'a pas été adopté immédiatement par les artistes. C'est vraiment une conquête qui s'est faite, l'intérêt pour la couleur, la conquête de la couleur. Alors, l'émail, on le confond aussi souvent avec le terme glaçure. Il faut dire que les différences, là, vous avez sous les yeux une pièce qui est simplement glaçurée, grès et glaçure. Et en fait, la glaçure est un enduit qui est vitrifiable, qui va être simplement déposé à la surface d'une céramique afin de la durcir et de la rendre imperméable. Ça peut être aussi une base pour le décor. Voilà. Alors, il y a différents types de couvertes. On l'a vu, la glaçure. Avant d'en venir aux émaux, il y a aussi l'engobe. Il ne faut pas confondre émaux et engobe. L'engobe étant un revêtement réalisé à base d'une argile délayée, qui sera colorée ou non, qui sera déposée sur la terre avant la cuisson. C'est ce qui va donner un aspect très mat à la pièce une fois qu'elle sera cuite. Alors l'engobe, il peut aussi servir de base pour accueillir un futur émail. Voilà, c'est quelques exemples de pièces engobées. L'homme maîtrise l'engobage depuis très longtemps, depuis les premiers temps, avant même l'émail. Quelques poteries péruviennes pour en rendre compte. Un artiste qui travaille particulièrement les engobes, c'est Claude Varlan. Alors Claude Varlan qui est un tourneur vraiment virtuose, il réalise de très grandes jarres et il tourne autour, souvent à l'occasion de happenings qui sont filmés, sont de véritables performances où il va appliquer la matière, les engobes et les émaux de façon aléatoire pour obtenir des effets de coulure. Un autre artiste, Michel Gardel, qui travaille dans ce même esprit, presque tel un peintre face à sa toile. La toile étant ici une grande forme presque anthropomorphe qui n'est plus du tout apparentée à une jarre ou un vase, qui s'est abstraite de toute forme utilitaire. Là encore, un beau travail obtenu par couches d'engobes qui ont été successivement essuyées jusqu'à ce que l'artiste Gilles Suffren obtienne cette teinte désirée bleutée. Alors, les engobes, c'est peut-être aussi des effets plus surprenants, comme ce qu'obtient Thury Petersen sur ce vase sculpture. Elle projette ses engobes à la bouche. Et elle obtient des teintes volontairement minérales, on croirait donc presque naturelles. Un autre travail d'engobage d'une jeune artiste d'origine russe, mais active en Angleterre. Et c'est ce travail qui fait penser aux écorces de bouleau, en fait, évoque pour elle le délabrement des architectures de l'ère post-soviétique, quelque chose autour de la dégénérescence, la déréliction. Un autre travail d'engobage avec cette œuvre de Katsumata Kieko qui a souhaité engober uniquement la partie supérieure. Et là, pour finir ces questions, cette partie liée aux engobes, un travail mixte, vous voyez, une brique émaillée et puis une sculpture engobée qui vous permet bien de mesurer ces effets de matité et de brillance recherchés par les artistes. Ici, Philippe Godridge, un artiste actif en Normandie. Alors, l'émaillage, lui, il va être extrêmement technique. Là, il s'agit de procéder avec des oxydes métalliques ou des pigments qui peuvent être naturels ou synthétiques. Il y a des émaux industriels pour faciliter la tâche des céramistes. Alors, pour fixer les émaux, il faudra toujours nécessairement 2 cuissons, une pour la cuisson du dégourdi ou du biscuit proprement dit, et une autre pour fixer les couleurs. Alors, quelques exemples des oxydes les plus courants et des couleurs qu'ils donnent à l'émail une fois cuit. Précisons que la couleur n'apparaît pas accrue, elle se révèle après cuisson, ce qui complique davantage la tâche des artistes.
Alors, nous avons le cobalt dont j'ai parlé tout à l'heure, ce fameux bleu chinois, le cuivre, l'oxyde de cuivre qui va donner des tonalités vertes et bleues, le manganèse donnera le brun et le violet, le fer, les tonalités jaunâtres, rougeâtres, verdâtres, le chrome donne le chrome de verre et le jaune, le rouge. Alors, il y a également l'oxyde de nickel. Et puis, enfin, il en existe énormément. Certains artistes vont même jusqu'à travailler l'uranium, le titane. Il y a une diversité de possibles. Et c'est l'intensité d'oxyde qui donnera évidemment l'intensité des couleurs. Alors, tout cela est une véritable cuisine d'alchimiste avec beaucoup de variables et souvent beaucoup d'échecs. Alors, quelques pièces de Patrick Rulis qui travaille des formes déformées. Il déforme ces pièces, c'est un excellent tourneur. Il va d'abord former des pièces parfaites qu'il va ensuite volontairement déformer et pour appliquer ensuite ces couleurs à la fois à base d'engobes et des mots pour obtenir des coulures. Il se dit très influencé par l'expressionnisme abstrait et le mouvement Cobra. Miro également a nourri son approche. Un autre travail de coloris, c'est celui de Coralie Courbet. Vous voyez ici un échantillonnage de ces émaux, de ces expérimentations autour des émaux qu'elle enferme dans des bocaux au formol, tel un scientifique. Et on ne peut pas parler d'émail sans évoquer la personnalité de Daniel de Montmolin qui fête ses 100 ans cette année, il est né en 1921. Alors lui, il découvre la céramique, il découvre la céramique dans les années 50 à la lecture d'un livre, le livre du potier de Bernard Litsch, qui a été vraiment fondateur. Bernard Litsch expliquant un peu d'une manière très pratique les techniques des émaux chinois. Alors Daniel de Montmolin, c'est l'alchimiste par excellence. Le scientifique, il a beaucoup travaillé aussi avec des scientifiques de formation pour mettre au point ces émaux. Il est très proche de la nature, il collecte ces émaux dans la nature, en particulier certains végétaux autour de la communauté de Thésée où il était établi encore jusqu'à il y a peu en Bourgogne. Et alors, ce qu'il apprécie aussi travailler, ce sont les cendres, grâce auxquelles il obtient un bel émail. Et alors, je le cite, si vous fauchez une prairie naturelle qui n'a connu aucun labour, aucun engrais, vous obtenez les cendres d'un très bel émail. Inutile d'ajouter, vous obtenez le texie. Alors, sa recherche le fait associer plusieurs roches, vous allez voir, la craie, la silice et la lumine qui fondent respectivement à 2600 degrés. Là, je lis. Hein. Alors, la silice, elle fond à 1800 degrés et la lumine à 2050 degrés. Les fours de céramique ne dépassent pas 1300 degrés, mais par un phénomène naturel, le mélange de ces roches va faire chuter la température à 1300 degrés et précipiter la fusion. Vous voyez son approche extrêmement scientifique et sur les effets physico-chimiques. Là, on le voit dans la nature en train de collecter et puis quelques exemples de sa production. Vous voyez là des formes parfaites à l'imitation des porcelaines de Chine, mais qu'il obtient par le grès. Et il recherche également les effets d'émaux chinois avec les gouttes d'huile. Ce sont ces petites bulles qui apparaissent à la surface et qui explosent lorsqu'elles atteignent un certain degré de fusion. Donc voilà, quand il prélève des minéraux directement dans la nature, il note très précisément les compositions au pourcentage près, les températures de fusion, puis il réalise plusieurs essais. Il va procéder par petits tessons numérotés et cuire chacun et voir ensuite les effets après la cuisson. Et souvent, ces expériences ont donné lieu à des publications, ce qui fait qu'il a pu transmettre et partager le résultat de ces expérimentations.
Il a donné aussi beaucoup de communication. C'est le plus scientifique des céramistes d'aujourd'hui, enfin, celui qui a abordé la céramique vraiment dans une approche très scientifique. Alors là, je n'arrive plus à passer. Ah, pardon. Voilà, vous avez eu un bel aperçu de sa production. Alors, je vous montre à présent, pour finir, Claude Champy, puisque Claude Champy est vraiment tout l'inverse de Daniel de Montmolin. Lui, il dit, pour qu'une pièce soit belle, il faut du hasard et de la réussite. Vous voyez que l'approche est totalement à l'opposé. Alors, Claude Champy, il est pourtant aussi réputé comme étant un grand émailleur. Et lui, à l'inverse, donc il accepte le hasard, les défauts, les émails qui vont couler, les émaux qui vont couler, les morceaux qui vont s'étioler, les craquelures, les émaux qui vont sous-cuire. Il va aussi beaucoup travailler les émaux qui vont donner des matités, un peu, ce qui s'apparenterait à des meringues. Et alors, c'est un très grand tourneur, vraiment un virtuose, mais il va préférer travailler au laminoir, ses plaques, pour former ses sculptures. Là, vous avez un exemple avec cette falaise. Il s'agit en fait d'une série, hein, les falaises. Il va ensuite marquer les surfaces avec des outils ou avec les doigts. Il va créer des déchirures, car il accorde une grande importance aux gestes, aux éclaboussures, aux coulures, aux superpositions. Vous voyez, là, on le voit travailler par plaques. Alors, il arrête toujours de tourner ses peaux avant que la perfection n'efface le mouvement. Le mouvement est primordial dans son œuvre. Elle n'est jamais figée. Sa manière même de travailler est très libre. Il travaille dans de grandes bassines avec des outils très simples, des casseroles, des couteaux, des peignes. Et il écrit tout cela est bien loin de la recherche des mots de mes débuts avec mon trébuchet, les pourcentages d'oxyde, les formules moléculaires auxquelles je n'ai jamais rien compris. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à voir l'exposition Par le feu, la couleur pour découvrir en vrai les céramiques que je vous ai montrées.